Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal, l'invité du journal. Harry Contou, président de la Chambre des métiers, a passé 10 heures en garde à vue à la police judiciaire. Ce n'est pas rien, accusation de favoritisme et de harcèlement moral. Il se défend sur notre plateau, c'est l'invité du journal. Ça sera dans 10 minutes, le journal. Tout de suite, notre invité juste après. Ces images dramatiques ont été vues par toutes les télévisions du monde entier. C'est à travers ces séquences amateurs que l'on distingue le moment de la collision des deux hélicoptères qui a causé la mort tragique de 10 personnes. 2 pilotes argentins et 8 Français ont trouvé la mort dans le crash, parmi lesquels la navigatrice Florence Artaud, surnommée la petite fiancée de l'Atlantique, la championne olympique de natation Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine. Ils étaient en Argentine afin de tourner l'émission de télé-réalité Drop de TF1 et se rendaient sur les lieux du début de leur aventure, accompagnés des équipes de tournage. Si le décollage s'était bien déroulé, c'est en plein vol que l'un des deux hélicoptères a dévié de sa trajectoire sans aucune raison apparente et a heurté le second, avant de s'écraser tous les deux au sol. Le gros souci qu'on peut y voir, c'est qu'en fait, sur les deux hélicoptères, il y a au moins un des deux pilotes qui n'avait jamais dû faire de patrouille. L'hélicoptère extérieur effectue un large virage et l'hélicoptère intérieur vient avec beaucoup trop d'angles et beaucoup trop de vitesse sur lui. Alors en plus, il arrive et il est obligé de virer sur la gauche et il se masque l'hélicoptère qui est à ce moment-là à l'extérieur. Ce qu'on appelle de la persienne inverse, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Comme il vient se masquer et qu'il a trop de vitesse et trop de convergence, eh bien les deux appareils s'accrochent. Voilà, évidemment, dès qu'il y a salade de pale, ça finit mal, quoi. Il aurait pu passer dans le souffle du rotor parce qu'il arrive un petit peu en dessous. J'y crois pas, personnellement, non. C'est là où il arrive avec beaucoup trop de convergence, beaucoup trop vite, et comme il se masque l'hélicoptère sur lequel il vient faire de la patrouille, forcément le résultat est là. Alors que plusieurs scénarios sont mis en avant sur les causes de l'accident, une enquête est lancée par Paris pour homicide involontaire. En attendant, la France est encore sous le choc suite à la disparition de ses champions. Le service civique mis en lumière par la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Après une matinée d'information à l'université de Guyane, l'équipe accompagnée des acteurs du monde associatif s'est installée le temps d'un après-midi au jardin botanique pour informer le public du dispositif Service civique. Créé en 2012, ces missions d'intérêt général de 6 à 12 mois, indemnisées 467 € et 100 € de plus pour les boursiers, restent encore peu connues ici. Il s'agit de réaliser des missions d'intérêt général, donc pour les concitoyens, au niveau du quartier, au niveau de la commune et pourquoi pas sur tout le territoire. L'idée, c'est qu'au moment de la réalisation de la mission, nous soyons sur une aide en fait apportée aux autres. C'est plus un aide à la vie associative que l'État met à disposition des associations qui ont déjà des activités sur le terrain et qui ont un intérêt social en fonction des différentes thématiques, en fonction de la case d'agissement de l'association qui accueille les services civiques. Altagrace Dérissin est une ancienne volontaire au service civique. Après sa mission, elle a été embauchée en contrat d'avenir par sa structure d'accueil. Altagrace est satisfaite de son expérience. Elle a eu l'impression d'accomplir une œuvre sociale utile en acquérant des compétences. C'est ce qui est bien avec le service civique parce qu'en fait, il n'y a pas de conditions en fait, pour être en service civique. On ne demande pas de diplôme, on ne demande rien. On prend des jeunes qui sont décrocheurs scolaires ou carrément qui ont un diplôme. Par exemple, moi, quand j'ai commencé en service civique, j'avais déjà un bac+2. Mais je ne trouvais pas d'emploi, mais on m'a embauché en service civique, on a pu voir les compétences que j'avais, donc après j'ai été embauchée. Donc ça permet d'avoir cette expérience et aussi de tester un jeune pour voir ce que le jeune est capable de produire. Le service civique offre à toute personne volontaire l'opportunité de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant des missions de nature très diverses. À l'issue de sa mission, le volontaire se voit attribuer une attestation de service civique qui peut être intégrée dans son livret de compétences ou son passeport orientation et formation. Les assises de la commande publique se sont tenues hier à l'hôtel préfectoral. En déplacement en Guyane, Jean-Loup Blachier, le médiateur national des marchés publics, s'est entretenu avec les différents acteurs guyanais, notamment ceux du BTP.
La commande publique représente 80% du chiffre annuel de ce secteur et pour cette année, 2 très gros chantiers sont prévus. Pour 2015, pratiquement 100 millions d'euros de commandes publiques. Pour 2015, on y est, 100 millions d'euros de commandes publiques à travers différentes dispositions qui sont aussi bien, là tout à l'heure a été expliqué, le Grand Port, mais aussi l'hôpital ouest guyanais. Tous ces grands projets sont des projets extrêmement importants et qui donnent en tout, pour 2015, 100 millions d'euros. Clairement, le projet de l'hôpital, une fois qu'il sera terminé, ça sera en effet d'autres projets qui vont venir. Tout à l'heure a été présenté par le directeur du CNES, Ariane 6, 600 millions d'euros. C'est quand même important, il va falloir monter le pas de tir d'Ariane 6. Et en plus, il a été indiqué par le directeur qu'une grande partie des appels d'offres vont être réservés aux emplois locaux. C'est quand même important. Pour ces nouveaux chantiers, ce point reste primordial. Pour le président de la FRBTP, l'attribution de ces marchés publics devront permettre le développement des entreprises locales. Donc il y a toute une série de mesures qui est mise en œuvre et qui sera contrôlée par l'État pour garantir l'accès à ces marchés aux entreprises de Guyane et surtout l'accès à l'emploi aux jeunes Guyanais ou même aux Guyanais chômeurs pour que ça soit bien défini et qu'on n'ait pas de soucis avec peut-être l'arrivée de travailleurs européens déplacés, notamment des boîtes d'intérim dont la fédération combat l'arrivée parce que ça va à l'encontre de l'emploi et de la formation en Guyane. Même si ces grands projets sont importants pour la Guyane, selon Olivier Montez, ils ne résoudront pas certains problèmes récurrents comme la baisse des logements sociaux. En 2011, 1200 logements sociaux ont été construits contre seulement 500 cette année. Des camions bloquent l'entrée de l'avenue Pasteur. 7 transporteurs ont décidé ce matin d'empêcher les travaux d'enranchement de la berge de l'Anse-Chaton à Cayenne. Des travaux destinés à contenir les assauts de la grande marée prévus le 21 mars. Les transporteurs réclament l'allotissement du marché. Ils ne font pas d'appel d'offres, ils envoient les offres groupées et tout ce qu'on a toujours demandé jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'allotissement de ces marchés de façon que les transporteurs en leur part. Et ça nous fait très mal quand on envoie ce marché-là groupé parce que nous, on n'a rien à présenter aux banques pour leur dire qu'on travaille tant d'années et avec quoi qu'on travaille. Pour le moment, on ne grève pas encore. On attend une négociation, on attend une démarche. Parce qu'on a demandé l'allotissement des marchés, il faut qu'ils nous donnent l'allotissement des marchés. Après, par la suite, si ça ne se passe pas comme on l'a demandé, puisque c'est la loi, c'est une demande de juste cause, donc il faut qu'ils nous donnent ce qu'on a demandé, c'est tout. Le transport a été attribué au groupe Ribal, filiale d'une multinationale, et la mise en œuvre des roches à l'entreprise Tigre. Son directeur découvre d'ailleurs ce matin le blocage des employés du même secteur. Mais il fallait aller bloquer là-bas. Chez Ribal, c'est lui qui... Je ne peux pas avancer là. Voilà. Je ne peux pas avancer et bon, il faut que ça se résolve. Il faut voir avec la mairie, ou je pense que c'est la mairie, c'est le donneur d'ordre. Du côté de la mairie, on estime que le marché a été attribué dans les règles. Chacun prend ses responsabilités. La mairie de Cayenne prend les siennes. Nous avons un enrochement à faire pour réparer et pour préparer également les habitants qui sont ici par rapport aux événements du 21. Nous avons lancé donc ce travail d'enrochement avec des prestataires qui font leur travail dans le cadre de cahier des charges bien précis. Et puis nous attendons et nous continuons à travailler. La fin des travaux est prévue initialement à la fin de la semaine. Les transporteurs attendent une rencontre avec la mairie pour trouver une solution. L'indice des prix à la consommation des ménages en Guyane diminue de 0,4% en janvier, après une hausse de 0,1% en décembre 2014, selon l'INSEE. Les prix de l'alimentation augmentent légèrement, malgré une baisse de 1,1% des prix de produits frais. Une diminution qui s'explique par le repli des prix des poissons frais, moins 4,4%, et des légumes frais, moins 2,3%. Les fruits frais progressent de 2,4% également. Sur un an, le prix de l'habillement et chaussures recule fortement. Les prix des coûts de santé baissent aussi. A l'inverse, les coûts des autres produits manufacturés progressent de 0,3%, portés par la hausse des prix des automobiles neuves, 0,4%. Les prix des transports aériens de voyageurs chutent de 8,2% après une très forte hausse en décembre 2014. En revanche, en janvier, la progression des prix des services postaux est plus marquée, plus 10,1%, avec l'augmentation du prix du thème postal. En janvier, l'indice des prix d'ensemble est stable par rapport à janvier 2014.
De retour sur le plateau avec l'invité du journal, Harry Cantou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Chambre des métiers. Revenons sur ces 10 heures de garde à vue. Tout le monde n'a pas fait 10 heures de garde à vue. Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu ces 10 heures? Eh bien, écoutez, les premières heures, c'était un peu compliqué parce que c'est des investigations. Mais au bout de la deuxième heure, quand les enquêteurs se sont rendus compte de ma bonne foi, ça a été très courtois, très correct et très poli. 10 heures, c'est long quand même. C'est long, mais quand on a la conscience tranquille, c'est quoi une journée de travail? En général, l'esprit peut fatiguer et on peut dire des choses sur lesquelles on n'y pense pas du tout même. En tout cas, non, ce n'est pas le cas parce que ça a été très correct. Pas du tout. Très bien. Soupçon de marché frauduleux, harcèlement moral. On y va, dites-nous. Soupçon de marché frauduleux. Quel marché? Alors, c'est... Enfin, les accusations, je parle. Tout à fait. Mais c'est des marchés, des petits marchés déjà, qui ont été attribués en partie 2 sur 3 sur des entreprises extérieures. Oui. Donc, quand on parle de favoritisme, généralement, c'est qu'on a quelque part des relations privilégiées avec celui qui reçoit le marché. Ce n'est pas le cas. Et j'ai pu, sans trop de difficulté, prouver que les marchés avaient bien été établis dans les normes et qu'il n'y avait aucun doute, voire pas l'ombre d'un doute. Ce qui est regrettable dans cette affaire, c'est que la secrétaire générale, directrice des services de l'époque, qui a été licenciée entre-temps, était en charge justement de contrôler et de vérifier la bonne tenue des marchés. C'était son rôle. Mais bien sûr, et c'est elle-même, une fois licenciée, un an après, va porter plainte. Et en plus, elle a apporté des documents pour justifier sa démarche. Mais ça n'a pas tenu dès lors qu'on a pu, avec les doubles de documents, remettre à la police sans trop de forcer, sans trop de problèmes. On leur a remis les documents qu'il fallait et c'est tout. Alors on parle qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Vous dites quand ça ne dépasse pas un certain montant, pas besoin de faire d'appel d'offres. D'une part, et le seul marché au-dessus de 15 000 €, on avait effectivement un appel d'offres. Et dans le dossier, peut-être qu'elle avait oublié qu'il y avait un avenant. Et que l'avenant, s'il y a un avenant, c'est qu'il y a un appel d'offres. Et que le numéro d'appel d'offres apparaît sur l'avenant. Donc vous voyez bien que c'était une manœuvre pour être un peu indélicate envers moi. Bon, comme vous êtes connu, ça a pris une ampleur un peu différente. Harcèlement moral, j'ai presque envie de dire, vous ne serez pas l'homme que l'on croise tous les jours dans la rue, avec sa jovialité que l'on sait. Vous avez des choses cachées? Non, l'homme public que je suis et l'homme privé, c'est le même. Bon, de temps en temps, entre eux, ils ne sont pas d'accord, mais sinon, je suis comme je suis là. Et je n'ai rien à me reprocher. J'ai même pas l'intention de... Pas de telles attaques. Harcèlement moral, c'est grave quand même de telles accusations. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut prouver qu'il y a eu harcèlement. Comme le tribunal qui devait passer le 5 janvier a été renvoyé au 19 novembre, donc ça prouve qu'il n'y a pas urgence et que, ma foi, j'aurai le temps de demander justice. Parce que moi, je crois en la justice, de toute façon. Je suis très serein, tranquille, et toutes les accusations qui ont été portées, écoutez, la justice fera son travail. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore inquiété par la justice? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en cours? A priori, non, puisque la garde à vue s'est terminée. Il semblerait que classement sans suite. Donc, ça prouve bien que c'était une démarche pour vraiment me salir. Très bien. Alors maintenant, parlons de choses importantes aussi. La Chambre d'agriculture en déficit. La Chambre de commerce en déficit, la Chambre de métier également en déficit. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Rien ne fonctionne. Alors bien sûr, vous n'êtes ni président de la Chambre d'agriculture, ni président de la Chambre de commerce. Restons sur la Chambre des métiers. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors je vais répondre dans un premier temps. Pas en déficit? La Chambre des métiers, oui. Oui. D'accord. Elle n'est pas en déficit. Elle est endettée. Elle est endettée. Et ça remonte à 1900, dans les fouilles archéologiques que j'ai faites, depuis 1984-85. Nous sommes d'accord. Bien. C'est la première fois, depuis l'existence de la Chambre des métiers, qu'en 2014, on a pu présenter un budget transparent totalement. J'ai les preuves. Deuxièmement, on a pu mettre en place pratiquement tous les moratoires, ce qui n'avait jamais été fait. On confirme. En 2014. Le paradoxe, vous savez la gueule de ce pays de paradoxe, c'est là que certaines personnes trouvent, à va dire, du mal de la Chambre des métiers. Et je peux vous dire qu'elle se porte bien, et de mieux en mieux. Aujourd'hui, on devient crédible, même au niveau national,
Donc j'ai eu le président de la PCM aujourd'hui qui s'étonnait parce que les documents sont arrivés, bien sûr, sur le bureau de la PCM. Il s'étonnait parce qu'il reçoit les documents en temps et en heure, concernant la comptabilité et la gestion. Je dis bien qu'elle est transparente, pour une fois, et que malheureusement, en Guyane, entre nous, je dis bien entre nous, entre Guyanais, on s'envoie des morceaux de pavé comme ça, et que tout le monde rigole. Alors, dans un deuxième temps, vous avez cité les autres chambres qui sont en difficulté, qui ne sont peut-être pas les mêmes. Oui. Mais il faut reconnaître qu'on est dans un contexte économique qui n'est pas adapté au pays. On a un petit pays qui vit comme s'il était un pays industrialisé. Résultat, on aura toujours, autant les petites entreprises que les chambres consulaires, un décalage important. Je vais vous donner 2 exemples. À la chambre des métiers, ils ont le 13e mois. Et malgré ça, ils sont malheureux. Malgré ça, ils se plaignent. Ce qui n'est pas le cas de toutes les chambres. Voilà. Oui. Donc, vous voyez, on vit de façon trop bien par rapport au territoire, par rapport au tissu économique sur lequel on est. Alors, restons sur ce tissu économique. On va revenir sur la Chambre des métiers d'ici quelques instants. Vous avez participé à un débat du Club de la Presse sur... C'est pour ça que quand je vous entends, j'ai entendu votre discours également. Quelle économie pour la Guyane? Donc ça va dans le droit chemin de ce que vous venez de dire. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un décalage énorme. Parce que au niveau de la Chambre, par exemple, mes projets sont pour dans 2030-2040. Par exemple, une université régionale des métiers de l'artisanat. Donc on peut commencer à travailler dessus. Une école supérieure des mines en Guyane. Ça créerait de l'activité. Et en plus, on a tout ce qu'il faut pour qu'on ait... Mais personne ne porte ces projets-là. Ça, c'est un premier point. Dans un pays comme le nôtre, comparativement à d'autres régions, où il n'y a pas un socle commun culturel, je dis bien socle commun culturel, ce que j'appelle une économie culturelle, une culture de l'économie, on ne peut pas bâtir un pays comme ça. Et vous remarquerez que tous ceux qui réussissent en Guyane, ils vivent en communauté, en vase clos. Je ne cite aucune communauté, aucun groupe, mais il suffit d'observer. Et nous, les créoles, on n'a rien. On est des fonctionnaires, on continue à faire ce qu'on fait en ce moment, d'effrayer l'actualité, mais on n'a pas un socle commun. On n'a qu'un seul rôle. Il n'y a qu'un seul rôle, c'est le rôle politique. Et deuxièmement, on a un rôle important. Ce sont pas les mosquées, mais en tout cas les paroisses et les assemblées et les églises, il y en a partout et beaucoup. Alors il y a eu, la dernière fois qu'on s'est eu sur le plateau, c'était pour parler du salon, notamment au PROG. Ça s'est très bien passé. Il y a eu un très bon bilan. Vous remettez tout doucement la Chambre des métiers, vous le dites, en ordre de marche. Ça veut dire quoi? Quelqu'un veut la peau d'Harry Contou? Qui veut la peau d'Harry Contou? Oh, je ne sais pas. C'est une vieille peau déjà. Donc je ne pense pas qu'on veut vouloir la peau à quiconque. Non, je pense qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Et moi, je suis un peu exigeant sur les... Il y a des règles. On a un travail à faire. La Guyane a besoin de nous, les jeunes sont là, qu'est-ce qu'on fait? Ma mission, c'est de conduire l'artisanat, l'apprentissage vers l'excellence. Et ça pose problème, et c'est tout. Mais je reste confiant. Et il y a les jeunes qui sont là, avec qui je discute et j'échange, je suis très optimiste. Parce qu'il y a une réserve dans ce pays-là, et on ira avec eux. Les anciens, ils vont regarder le train passer. Vos rapports avec l'UTG, qui accuse votre bilan, plutôt décevant d'après le syndicat. Alors, je répète, sincèrement, la direction de l'UTG gagnerait à former ses adhérents. Parce qu'il nous donne la triste preuve là, qu'on fait une réunion, un préavis de grève, le 24 février, sur 2 points. Premier point, le management de la Chambre. Deuxième, la direction du CFA. 2 points. La grève était prévue pour le 26. Faute de grévistes, faute de combattants, ça tournait à la lettre qui a été distribuée dans tous les médias. Voilà une preuve d'une faiblesse, d'une incohérence, d'une incompétence et d'un manque de savoir mener une négociation. Je pense et je rappelle, la Guyane a besoin de vous, elle a besoin des syndicats. Mais pas comme ça. Pas un syndicat qui tire vers le bas, un syndicat qui construit, qui va vers le haut. Et je répète, il est temps que ce syndicat fasse la formation de sa base. Se remettre en question? Ah ben tout à fait. Moi, je le fais tout le temps pour la Chambre. Très bien, ça sera l'occasion d'en parler. Ce que je peux dire, c'est que chaque fois que je prends une initiative, quelle qu'elle soit, je me pose une seule question. Est-ce que c'est bon pour la Guyane? Dernière question, avant de se quitter, Harry Contou. L'ambiance à la Chambre des métiers aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent encore démissionner, dites-nous? Alors, j'entends des démissions un peu partout.
mais je n'en ai encore reçu aucune sur mon bureau. D'accord. Et les quelques-uns qui ont démissionné, ben, je crois que la Guyane ne s'en est pas remise depuis. Hein. Vous avez bien vu ça? Il pleut en ce moment. Je ne peux pas juger. Merci Harry Contou, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous avez l'air serein et d'être un président à avoir accompli son travail. C'est en tout cas ce que vous rejetez ce soir sur le plateau. Écoutez, si c'est ça, je reflète la bonne santé de la Chambre des métiers de la Guyane. Très bien, merci Harry Contou. Je rappelle notre invité du journal. Allez, dans quelques instants, le journal de TF1 suivi de Dom Laquésode présenté par Dominique Nugent. Et puis ce soir, le lounge avec Vanessa Gittens qui, quant à elle, reçoit Tina Lee. Excellente soirée. Le journal de TF1 tout de suite. À demain.